10 jours après le lancement de la tentative d'invasion israélienne au sud Liban, et près de 2 semaines après l'assassinat du leader du Hezbollah Hassan Nasrallah, que faut-il retenir des événements en cours au Moyen-Orient? Jusqu'où la fuite en avant destructrice d'un Benyamin Netanyahou peut-elle aller? Un an après le 7 octobre 2023, le bilan du génocide palestinien atteint à présent près de 42 000 morts directs selon le ministère de la Santé palestinien et au moins 60 000 morts dus à la famine et aux maladies, ce qui nous fait donc un décompte d'au moins 100 000 morts palestiniens. Au lendemain de ce désastre humanitaire, quelles sont les conditions de vie actuelles des Palestiniens? Un début de commencement de reconstruction de la société palestinienne s'annonce-t-il? Pour en discuter avec nous et pour discuter du Liban, nous recevons sur Mizan TV Youssef Boussouma. Bienvenue à toi Youssef. On va se tutoyer, tu es un habitué de la chaîne et on s'en félicite. Je rappelle que tu es chroniqueur à la chaîne Parole d'Honneur, enseignant, un excellent connaisseur de l'histoire de la Palestine, et ne l'oublions pas, tu es également un militant historique engagé contre l'impérialisme et les luttes, et en faveur des luttes décoloniales. Depuis le 23 septembre 2024, les bombardements israéliens au Liban ont fait plus de 1110 morts, en grande majorité des civils, et environ 10 000 blessés. Ce bilan a été aggravé par des frappes massives israéliennes dans plusieurs régions, notamment dans le sud Liban et la région de la Beka. Netanyahou a promis aux Libanais qu'ils subiraient le même sort que Gaza. Par ailleurs, le conflit a aussi provoqué des déplacements massifs de population, avec 1 200 000 réfugiés, d'après le quotidien libanais L'Orient le Jour. L'armée israélienne a intensifié ses attaques, ciblant aussi bien des zones civiles que des infrastructures du Hezbollah. Au total, depuis octobre 2023, on compte au moins 2000 morts dus à ce conflit-là. De son côté, le Hezbollah, alors que les combats font rage pour repousser l'armée israélienne, a annoncé avoir mené ces derniers jours des tirs d'une centaine de missiles contre 2 bases militaires à Haïfa et Tibériade, et a repoussé également une tentative d'invasion à Labouneh, dans le sud du Liban, à coups d'obus d'artillerie et de roquettes. L'armée israélienne a par ailleurs reconnu la mort ces derniers jours de 11 soldats tués par le Hezbollah et de 100 blessés depuis le lancement de l'offensive terrestre contre le sud Liban. L'Iran, enfin, a riposté à l'assassinat de Ismail Haniyeh, le leader du Hamas, tué alors qu'il se trouvait en Iran, et le chef du Hezbollah, donc Hassan Nasrallah, en envoyant 200 missiles frapper 2 bases militaires aériennes israéliennes et un bâtiment du Mossad. On ignore encore le bilan exact des dommages car les Israéliens pratiquent la censure absolue au niveau de leurs pertes. En tous les cas, l'Iran a fait la preuve de sa capacité à frapper Israël et à viser des cibles stratégiques. Youssef, la parole est à toi. Qu'est-ce que ce résumé de la situation actuelle au Liban et en Palestine t'inspire? Il m'inspire d'abord un sentiment d'effroi sur le sort des populations civiles, que ce soit aussi bien en Palestine, avec, oui, je pense que maintenant la comptabilité devient extrêmement macabre, 50 000, 60 000, 100 000 morts, c'est évident qu'au total, on l'avait vu avec les estimations de la revue Lancet, je crois que la base de 100 000 victimes au moins entre morts et blessés est en train d'être approché, c'est effroyable. Gaza est détruit aux 3/4, les 3/4 des immeubles sont détruits. Il y a toujours ces problèmes de famine, de sous-alimentation au moins pour une grande partie de la population, ce qui génère des troubles conséquents sur la santé, notamment particulièrement les personnes fragiles, les enfants, les femmes enceintes, les malades, et tout cela dans la plus grande indifférence du monde, du prétendu monde civilisé, de ce que on a communément l'habitude d'appeler la communauté internationale, qui est vraiment un leurre total. Je dis bien cette catastrophe terrible, qui n'est pas une catastrophe. Faut faire attention, ce n'est pas une catastrophe climatique, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe voulue par des hommes, voulue par un système, voulue par une armée génocidaire, qui est l'armée israélienne, et avec la totale complicité, bien évidemment, des États-Unis, et la complicité de l'Union européenne, je le dis bien, puisque l'Union européenne aurait les moyens au moins de freiner la sauvagerie de cette armée génocidaire israélienne. Elle aurait les moyens par simplement la suspension ou la menace de suspension de l'accord d'association. Donc c'est un véritable génocide tel que cela a été qualifié par des cours pénales internationales. Et ce génocide, je le dis bien, il est entretenu. Il faut cesser de faire croire ce fameux
ce fameux narratif comme quoi on ne peut pas arrêter Netanyahou, que Netanyahou est hors de contrôle. Il est parfaitement sous contrôle, Netanyahou, si on y met les moyens. Et je peux vous certifier qu'en 2 jours, Netanyahou arrêterait sa terrible offensive meurtrière si jamais simplement l'Union européenne menaçait de suspendre l'accord d'association économique avec l'État d'Israël. Et c'est ça qui est absolument scandaleux. Donc qu'on cesse de faire croire et que M. Macron cesse de faire croire qu'il demande à Netanyahou comment de cesser, ou alors M. Macron, que Macron avec sa petite mesurette là, nous avons cessé les livraisons d'armes à Israël. Le problème aujourd'hui n'est plus là du tout. M. Macron qui n'a même pas le courage, la volonté de reconnaître l'État de Palestine, mais de toute façon, même la reconnaissance de l'État de Palestine ne mettrait pas un terme au génocide. Il faut mettre un terme au génocide tout de suite, maintenant, c'est pas demain, hein, sinon, on est complice. Voilà en ce qui concerne Gaza. Il y a une résistance à Gaza, évidemment. Le peuple palestinien se défend comme il le peut, avec des moyens extrêmement faibles. Je le dis bien, dans l'indifférence, avec la complicité également des régimes arabes, au mépris de la volonté de leur peuple. Ces régimes arabes, je le dis bien, collaborent également dans leur plus grande majorité, peut-être pas tous, mais en tout cas pour ceux qui ont les moyens économiques et qui auraient les moyens économiques de faire pression, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Je pense particulièrement à certains pays du Golfe, évidemment, qui auraient les moyens de faire pression. Ils ne le font pas. C'est un scandale total. Ils sont également complices de ce génocide. Et voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour Gaza. En tout cas, la résistance se poursuit. Une résistance qui est courageuse, qui est une résistance que l'armée israélienne ne peut pas contenir. On le sait bien. Et l'armée israélienne a des pertes parce que dans toute guerre de libération, il s'agit d'une guerre de libération nationale pour le peuple palestinien. D'accord ? Ce n'est pas une guerre contre les Juifs en tant que tels, comme M. Netanyahou prétend le faire croire. Ce n'est pas du terrorisme. C'est un peuple palestinien qui veut libérer son territoire, qui est indûment occupé, et dont une grande partie est déjà occupée depuis 1948. Donc voilà ce qu'il en est pour Gaza. Voilà ce qu'il en est pour Gaza. Voilà ce qu'il en est également pour la Cisjordanie, puisqu'en Cisjordanie, une lutte terrible a lieu. Imaginons qu'en Cisjordanie, l'État d'Israël utilise l'aviation, carrément l'aviation. Ce n'est même plus seulement les drones. C'est-à-dire que l'État d'Israël bombarde un territoire sur lequel il n'a évidemment aucun droit et qu'il colonise depuis 1967 avec 700 à 800 000 colons. Il bombarde un territoire. C'est absolument inimaginable. On n'a jamais vu cela. Comment un État qui bombarde le territoire qu'il contrôle déjà. Imaginez, comment voilà. Et ces bombardements ont lieu régulièrement, toutes les nuits. Ces bombardements ciblent, évidemment des cibles, frappent des cibles civiles, des hôpitaux, des ambulances, des combattants aussi, mais des résistants, parce que ce sont des résistants, bien évidemment. En Cisjordanie, il y a aussi des groupes de résistance, et ils sont frappés, alors que, rappelons-le, c'est un territoire occupé, que dans tout territoire occupé, la résistance est un droit reconnu par le droit international. Donc, mais où a-t-on vu une armée qui effectivement frappe par des avions de combat, des F-15 maintenant. Ce n'est plus seulement des drones, ce n'est plus seulement des hélicoptères. Voilà. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Et en Cisjordanie, toutes les villes sont prises d'assaut. Chaque nuit, il y a des combats dans toutes les villes de Cisjordanie. Naplouse, Tulkarem, Tubas et d'autres villes. Hébron même. Et puis même des raids sur Ramallah, sur les faubourgs de Ramallah. Donc voilà, il n'y a plus aucune limite, aucune règle. Quant au Liban, le Liban paie le soutien qu'il a apporté. Le Liban paie le soutien qu'il a apporté au peuple palestinien. Le Liban paie le soutien qu'il apporte à un peuple seul. Et en faisant cela, le Liban ne fait qu'honorer, rappelons-le, une des clauses de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, on ne le sait peut-être pas, mais elle implique aussi des devoirs aux États membres, et elle implique donc aux États membres le devoir de porter secours à un peuple, quel qu'il soit, pas forcément membre des Nations Unies, mais a fortiori, je rappelle que le peuple palestinien est membre des Nations Unies en tant qu'observateur, de toute façon, donc c'est quand même un titre officiel, mais même s'il n'était pas membre des Nations Unies, la Charte des Nations Unies fait obligation, je dis bien une obligation, qui n'est pas que morale, de porter secours
à un peuple menacé d'extermination. Or, c'est bien le cas. Donc, en portant secours au peuple palestinien, les forces libanaises, quelles qu'elles soient, hein, les forces militantes au Liban, quelles qu'elles soient, il n'y a pas que Hezbollah, il y a aussi d'autres groupes, eh bien, ne font que satisfaire à une des clauses des Nations Unies. Et ça, on ne le dit pas assez. Hein, on aurait tellement souhaité que tout le monde soit indifférent à ce génocide, et le peuple libanais, malgré aujourd'hui, malheureusement, eh bien, paie son devoir de solidarité avec le peuple palestinien. On lui fait payer le fait d'avoir refusé de laisser se faire le génocide. Et je dis bien honte à tous les autres peuples et les États, enfin les États, hein, qui laissent faire, hein, et qui disent mais on ne comprend pas pourquoi le Liban s'est mêlé de cette affaire. Bah oui, on avait un peuple en train d'être exterminé méthodiquement, jour après jour. Donc on ne comprend pas pourquoi le Liban, eh bien ce petit peuple également qui a très peu de moyens, hein, eh bien, c'est préoccupé tout d'un coup et intervient dans ce génocide, alors qu'il aurait pu très bien laisser faire ce génocide jusqu'à son terme. C'est absolument abominable, le discours en creux que l'on a. Hein. Et donc, l'armée israélienne, évidemment, applique au Liban les méthodes qu'elle a appliquées à Gaza. Bah, pourquoi s'en priverait-elle, puisque il n'y a plus aucune limite, puisque les États-Unis pourvoient cette armée génocidaire abondamment en armes, et notamment ces fameuses bombes GBU anti-bunker. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus, sur ces fameuses bombes, parce qu'elles ont changé un petit peu la donne. Il y a eu un certain nombre d'événements donc au Liban. Bah justement, j'allais vous en parler. Donc la transition est faite. La transition est faite. Justement, je vais vous poser cette question, puisque c'est aussi dans ces conditions que le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et d'autres cadres d'ailleurs, la direction, de la direction, ont été tués il y a quelques jours, et donc au Liban. Quelles sont finalement les conséquences, parce que c'est quand même un événement historique, puisque le Nasrallah était à la tête du Hezbollah depuis une trentaine d'années. Donc il avait accompagné l'évolution de ce groupe depuis 92, depuis 1992. Voilà, d'un groupe paramilitaire à une formation politique, hein, parce qu'on le rappelle pas assez, le Hezbollah c'est aussi une formation politique avec des parlementaires qui sont représentés au Parlement libanais. Ça a d'abord été une formation politique, qui ensuite s'est dotée d'une branche militaire. Voilà, donc la mort de Hassan Nasrallah a été un séisme à la fois militaire et politique au Liban. Quelles sont les conséquences finalement de cette mort de Nasrallah et d'autres cadres du Hezbollah? Est-ce qu'elles ont impacté la manière dont les combats se poursuivent? Parce qu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, il y a des combats entre cette organisation et d'autres groupes, hein, vous parlez d'autres groupes armés, pour essayer d'empêcher l'invasion israélienne du Sud-Liban. Alors depuis une quinzaine de jours, Israël mène une véritable invasion. Alors c'est pas encore une invasion majeure. On pourrait dire qu'actuellement Israël fait du testing au sud-Liban. En tout cas, tous les villages du sud sont bombardés copieusement, et également bien sûr Beyrouth, et pas que Beyrouth sud. Également, il y a eu des frappes au centre de Beyrouth, Beyrouth Ouest, où trois responsables du FPLP, du Front populaire de libération de la Palestine, qui est une formation donc marxiste, ont été assassinés. Alors que de façon d'autant plus étrange que le FPLP n'a pratiquement aucune activité militaire au Liban. C'est une formation politique essentiellement présente dans les camps. Mais alors on ne sait pas pourquoi on a assassiné ces trois anciens cadres qui étaient, je vais pas dire à la retraite, mais bon, voilà. Alors ça on voit le côté effroyable d'Israël qui tue impunément, mais aussi qui tue de façon sans aucun but militaire. C'est ça qui est absolument effroyable. C'était trois dirigeants du FPLP de longue date, hein, qui avaient fait leur parcours, et voilà. Alors en tout cas, depuis une quinzaine de jours, Israël donc fait du testing, lance des opérations dans les villages du sud. L'armée israélienne n'a pas pu avancer de plus, on va dire, de 500 mètres, hein, de plus 500 mètres, et à chaque fois, l'armée israélienne a été cueillie par les combattants les combattants libanais, quels qu'ils soient, et a subi de très lourdes pertes. On évalue à peu près une quarantaine le nombre de soldats qui ont été tués jusque-là. C'est quand même très important en si peu de temps. Voilà, cela indique une chose, c'est que la structure militaire n'a pas été atteinte. La structure militaire opérative de Hezbollah ne semble pas avoir été atteinte, et j'en veux pour preuve les missiles qui sont tirés régulièrement
sur les bases militaires. Je rappelle que aussi bien Hezbollah, oui, je rappelle que Hezbollah, en tout cas, ne cherche pas, on pourra dire aussi un mot sur l'Iran tout à l'heure, mais ne cherche pas à faire de victimes civiles. Hein, les tirs de missiles visent principalement les bases militaires qui sont pilonnées régulièrement, les bases militaires du nord de la Palestine occupée, donc de Galilée, les bases militaires, les pistes d'aviation à partir desquelles s'envolent ces F-15 qui pilonnent actuellement de façon effroyable, de façon barbare le Liban, au mépris des victimes civiles, puisqu'aujourd'hui on compte plus de 2000 victimes, 2000 morts, hein, et des milliers de blessés, des centaines et des centaines d'habitations détruites, de centres médicaux, d'ambulances, pareil. Le personnel médical paye un très lourd tribut. Aujourd'hui, c'est à peu près une soixantaine de membres du corps médical, toutes fonctions confondues, qui ont été tués alors qu'ils circulaient dans des véhicules dûment estampillés du Croissant Rouge. Hein. Une soixantaine, au mépris des membres des Nations Unies, ont également été tués. Il n'y a plus aucune limite. Alors en tout cas, une résistance farouche a lieu au sud-Liban. L'armée israélienne n'a pas pu dépasser le village de Maloun el-Ras et l'armée alors a activement planté un drapeau pendant on va dire quelques minutes, hein, et ensuite s'est retirée sous le feu des résistants. Mais c'est évident qu'une invasion massive se prépare. Il y a actuellement 3 divisions qui sont mobilisées au sud-Liban. Alors ce sont des divisions dont certaines opéraient à Gaza. Donc du coup évidemment ça soulage un peu Gaza, puisqu'à Gaza l'armée israélienne n'a réussi à réaliser aucun de ses objectifs. Hein. Ni les prisonniers israéliens n'ont été libérés, au contraire, malheureusement, un certain nombre sont morts lors des bombardements, ni les objectifs de destruction de l'appareil militaire. Ce que l'armée israélienne sait faire, c'est de tuer et d'encore tuer. Alors de tuer des responsables, oui, de tuer des familles, des civils, oui, en pagaille, mais cela n'arrête en aucune façon la résistance. Alors, que ce soit aussi bien au Liban qu'en Palestine. Alors, au Liban, c'est vrai, la direction de Hezbollah, on peut le dire, a été décimée. Et je vais revenir d'ailleurs là-dessus, sur les circonstances. Cette direction politique a été décimée. La direction militaire est toujours là, mais de toute façon... 80 tonnes de bombes, hein. 80 tonnes de bombes ont été 80 tonnes de bombes, hein, bien sûr, pour atteindre... pour réaliser cette opération, cette opération sur un bunker, quoi. Oui, contre Shir Nasrallah. Mais en même temps, et puis il n'y a pas que lui, il y a eu aussi l'état-major quasiment. Bon, mais voilà, où l'entité Israël, l'entité sioniste se trompe complètement, c'est qu'on n'est pas dans un film de cow-boy. Netanyahou, qui est un Américain, qui est sans doute accoutumé à voir des westerns, s'imagine qu'il est dans un western et qu'il suffit de tuer le chef de la bande des méchants, hein, pour qu'aussitôt le reste de la troupe s'égaie et puis se disperse, etc. Mais il n'a pas compris une chose, c'est qu'il a affaire à une guerre populaire. Il a affaire à de véritables mouvements de libération. Et de sorte que oui, effectivement, on peut tuer, on peut massacrer toute la direction, mais cela ne change rien du tout à la volonté populaire de se libérer, que ce soit aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, qu'au Liban. Ça ne change rien. Vous savez que tous les dirigeants et tous les responsables à tout niveau sont doublés. Hein, et ça, aussi bien aussi au Liban, en Palestine qu'en Iran. Ils sont tous doublés. Et même s'il faut, ils sont triplés, quadruplés. Alors, Netanyahou se vante d'avoir tué le successeur aussi de Nasrallah, et puis le successeur. Mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien, monsieur Netanyahou. Vous êtes un criminel, et cela ne fera pas du tout avancer votre armée. Et si vous imaginez que vous allez pouvoir rester au Liban, là, vous vous trompez. Alors revenons un petit peu. Justement, le Hezbollah et les groupes libanais, les différents groupes libanais, avaient réussi dans le passé à chasser les troupes israéliennes du sud Liban. Voilà, on s'en rappelle. Est-ce qu'on s'achemine vers le même scénario, ou est-ce que le rapport de force a changé par rapport à ces deux précédents historiques? Alors, tout d'abord, laissez-moi juste revenir sur les circonstances je répondrai à votre question, sur les circonstances de l'assassinat de Nasrallah Aidé. Alors,
Personnellement, je ne pense pas qu'il y a eu, comme on l'entend dire, une infiltration à un haut niveau. Je ne pense pas. Les moyens techniques de l'État d'Israël se sont considérablement améliorés depuis 2006, le dernier affrontement majeur, grâce évidemment à la technologie américaine, la technologie occidentale. Et rappelons-nous l'affaire des beepers. On sait très bien que pour cette affaire, il y a eu, maintenant on a pas mal d'éléments qui sortent, il y a eu une collaboration de plusieurs pays occidentaux. Et cette opération a été préparée il y a au moins une dizaine d'années. Au moins une dizaine d'années. Ce qui fait que ceux qui disent que ce qu'on voit actuellement au Liban serait la conséquence, l'invasion du Liban actuelle serait la conséquence de l'engagement de Hezbollah auprès de Gaza, le soutien. Oui et non. Alors oui, factuellement. C'est le casus belli. C'est le casus belli qui a été utilisé. C'est ça que vous voulez dire. Mais en vérité, aujourd'hui, on peut affirmer que l'invasion du Liban était dans les tuyaux, était programmée. L'État d'Israël n'avait jamais digéré la façon dont il s'était fait reconduire à la frontière en 2006, en 2000 et en 2006. Et il tenait absolument à remettre en place ce qu'il appelle la dissuasion, hein, et qui avait été fortement entamée. Et donc, du coup, de cette façon, de telle façon que cette opération des beepers, mais d'autres opérations aussi, était vraiment quelque chose qui devait être le prélude à une invasion massive du Liban. Et plusieurs choses sont venues perturber ce plan israélien. Eh bien, entre autres, ce qui se passe à Gaza, qui va donc pousser Hezbollah à apporter sa solidarité au peuple palestinien, mais aussi, il semble, le fait que des militants, des combattants avaient fini par se rendre compte que les beepers étaient trafiqués. Ce qui a poussé l'État d'Israël à hâter, en fait, leur explosion. Hein. Alors ça, c'est une chose. Mais plus précisément, donc beaucoup d'améliorations technologiques qui ont été apportées depuis une dizaine d'années, même plus aux moyens israéliens, Israël qui avait pris du retard, on s'en souvient jusqu'en 2006. Hezbollah avait même une certaine supériorité au plan, on va dire, de certains moyens, avait réussi en tout cas à détourner les considérables moyens techniques de l'armée israélienne. Voilà. Et ces choses, cette capacité de Hezbollah à contourner les moyens techniques israéliens, ça s'est émoussé avec le temps. Et on peut dire que l'armée israélienne a repris le dessus de ce point de vue. Toujours est-il que ce qui s'est passé, et les circonstances de l'assassinat de Nasrallah, elles commencent à être claires. C'est qu'en fait, il y a eu une tromperie. Nasrallah a été trompé par les Occidentaux, par les Américains et les Français, qui ont fait croire aux Libanais, Nasrallah, que Netanyahou était d'accord pour cette trêve de 21 jours. Et c'est sur la foi de cette croyance, hein, eh bien, que Nasrallah s'est déplacé, non pas de l'endroit où il était habituellement, mais il s'est déplacé au QG, au quartier général de Hezbollah. Et c'est ce quartier général qui a été frappé. Donc c'est pas une histoire de trahison, c'est une imprudence, au plan purement militaire, hein, c'est une imprudence, il s'est déplacé au QG. Le QG était connu parce que, comme Nasrallah lui-même le répétait à chaque fois, cessez de voir des agents et des espions partout, votre premier ennemi, et il montrait son téléphone, c'est votre téléphone. Des moyens techniques considérables qui permettent de recouper avec des algorithmes particuliers, même si votre téléphone est fermé. Hein, voilà ce qu'il en est. Parce qu'en fait, l'affaire des beepers n'est pas le vrai problème, c'est que les cadres militaires, de toute façon, ne communiquaient pas avec les beepers. Les beepers, c'était pour des membres civils de Hezbollah. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. C'est que l'opération Israël est vraiment une opération terroriste parce qu'en fait, elle a frappé essentiellement des civils. Et des gens qui, d'ailleurs, pour certains, n'étaient pas du tout à Hezbollah. Ça a été un achat groupé. Hein, parce que les cadres... en Palestine, hein, de toute façon, le modus operandi, le mode opératoire est le même. Des professeurs d'université, des médecins, des membres, ont été touchés par ces beepers. C'est vraiment un acte de terrorisme caractérisé. Parce que de toute façon, les cadres militaires fonctionnent avec un réseau filaire, de téléphone filaire qui a été mis en place par Hezbollah lui-même. Donc, il ne peut pas, exactement comme à Gaza, comme l'ont fait les organisations de Gaza, et donc il ne peut pas être piraté. Voilà la vérité. Et donc, Nasrallah, d'une certaine façon, la direction de Hezbollah,
a été victime à mon avis, c'est d'une imprudence. Il y a eu des imprudences. On a cru trop facilement aux Occidentaux, et ce qui a fait qu'à un moment, on a baissé la garde, ils ont baissé la garde, et voilà ce qui s'est passé. Et puis, il y a aussi ces fameuses bombes anti-bunker. Il semble que Hezbollah ne savait pas que les Américains avaient livré ces bombes GBU anti-bunker. Jusque-là, les Américains refusaient de le faire. Parce que l'utilisation de ces bombes est liée à des conditions particulières. On ne peut pas les utiliser, en théorie, en tout cas, si l'on respecte les règlements internationaux. On ne peut pas s'en servir de n'importe quelle façon, surtout en milieu urbain dense. Or, Netanyahou a réussi à se faire livrer ces bombes GBU il y a à peine 2 mois. Et je crois que Hezbollah ignorait cela. Il n'y a eu aucune publicité qui a été faite. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les demandes israéliennes avaient été conduites justement. Donc, je crois qu'ils étaient restés sur cette. Mais en tout cas, Netanyahou, dès qu'il a pu avoir ces bombes GBU, il s'en est servi, et au mépris du droit international, s'en est servi en milieu urbain. L'assassinat de Nasrallah et d'autres membres, ça a fait quand même 300 morts au total, parce qu'il y a eu différentes frappes, on voulait être sûr que ce soit lui, et puis d'autres cibles. Voilà. Est-ce que cette supériorité, je me permets d'enchaîner parce que j'ai plusieurs questions à vous poser, j'ai plusieurs questions à te poser, Youssef. Est-ce que cette supériorité relative israélienne par rapport au Hezbollah que vous rappeliez actuellement, est-ce qu'elle est suffisante pour garantir, parce qu'il faut aller sur le terrain, et on le voit bien, oui. les groupes libanais sont voilà, on ne peut pas conquérir un pays sans aller ont empêché des infiltrations israéliennes au niveau du sud Liban, et il y a eu des pertes israéliennes. Donc est-ce que cette technologie israélienne est suffisante pour permettre cette invasion, ou est-ce qu'elle va se confronter à la réalité des combats sur le terrain? Moi, je pense qu'elle va se confronter à la réalité. Parce que le problème, il est quoi? On peut envahir un territoire, mais vous savez que la règle est la suivante. Tout territoire envahi doit être conservé. Ou sinon, ça sert à rien. Et c'est là que le bas blesse. À force de bombardements terribles, il est possible que l'armée israélienne puisse avancer. Le problème, c'est que, je dis bien, précédé par des bombardements épouvantables. Tous les villages du Sud-Liban actuellement sont bombardés, et également par la mer. Il y a toute embarcation, l'État d'Israël, l'armée israélienne a prévenu, toute embarcation qui part des rives du Liban, donc des pêcheurs et autres, est prise comme cible. Donc, le problème, il est qu'ensuite, il faut garder ce territoire. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'Israël s'imagine qu'il va pouvoir faire au Liban? Qui va pouvoir quoi? Coloniser, comme on voit quelques délirants israéliens le font actuellement, qui présentent même des cartes de peuplement du sud Liban, invoquant encore une fois des héritages bibliques et autres fadaises. Et donc du coup, on voit pas trop ce que l'armée israélienne peut faire. Ses buts de guerre, on voit pas trop. Netanyahou dit qu'il veut éradiquer Hezbollah, et il appelle les Libanais eux-mêmes à chasser Hezbollah. Mais il se trompe complètement, Netanyahou. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de s'arracher la mâchoire. Je veux dire, il s'imagine quoi? Il s'imagine quoi, Netanyahou? Que les Libanais vont dire, ah bah oui, nous allons expulser Hezbollah du Liban. Mais je crois qu'il déraisonne. Le problème, c'est que il déraisonne, mais il a de bonnes raisons de déraisonner. Parce que on lui a signé un chèque en blanc définitif. Les Américains lui ont signé un chèque en blanc définitif. Il est pris par l'hubris. Monsieur Netanyahou, il s'imagine être le maître du Moyen-Orient. Il l'a dit, il veut reconfigurer le Moyen-Orient. Mais je crois qu'il se trompe très lourdement, parce que qu'est-ce que son armée va faire? Dès l'instant où son armée va s'arrêter, parce que vous savez que le problème d'une armée, c'est qu'elle est extrêmement vulnérable lorsqu'elle s'arrête. Lorsqu'elle est en mouvement, précédée par des bombardements, elle peut avancer. Le problème, c'est quand elle s'arrête. Et là, quand elle s'arrête, eh bien, la réalité politique, sociale reprend le dessus. On a toute une population libanaise qui souffre énormément, et qui, j'en suis convaincu, ne va certainement pas laisser l'armée israélienne tranquille, et refaire ce qu'elle a fait avant 2000 et ce qu'elle a tenté de faire en 2006. Ça, c'est évident. Monsieur Netanyahou se trompe d'histoire, il se trompe d'époque. Alors, c'est une lutte qui risque évidemment d'être longue, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que jusqu'à maintenant, je le répète, les capacités militaires semblent intactes. Certes, il y a des bombardements terribles, mais il y a énormément de caches d'armes au sud Liban. Il y a aussi beaucoup de tunnels, et on a surtout plus que tout, un peuple. On a un peuple qui on le voit bien, un peuple uni, aussi bien musulman que chrétien, au sud Liban particulièrement, un peuple uni qui n'est pas du tout décidé
hein, à se laisser coloniser, à se laisser occuper. Hein. Donc, Monsieur Netanyahou va multiplier comme ça les fronts. Il va multiplier les fronts en s'imaginant qu'en multipliant les fronts, eh bien, il réduit les problèmes sur un seul des fronts. Mais c'est une course en avant, une fuite en avant. Il a échoué à Gaza, il va échouer au Liban, et il y a aussi d'autres fronts. Hein, et il y a Alors justement, parlons de ce front, de ces autres fronts, et parlons particulièrement de l'Iran. Donc je le disais en préambule dans la présentation initiale que l'Iran avait riposté, bombardé plusieurs sites stratégiques israéliens. Jusqu'où l'Iran peut-elle aller dans ce type de riposte et quelle est sa stratégie dans ce conflit? L'Iran, encore une fois, l'Iran ne cherche pas à une confrontation globale. On le voit bien, si l'Iran attaque de façon massive l'État d'Israël, eh bien, on a aussitôt les Américains et les Occidentaux en général, plus leurs proxys arabes, hein, qui vont immédiatement voler au secours de l'entité sioniste, de l'État d'Israël. Et ça, c'est évidemment comment l'Iran ne le souhaite pas. L'Iran ne souhaite pas donc un conflit généralisé. D'ailleurs, a priori, les Américains non plus ne le souhaitent pas, l'Union européenne, les États européens non plus ne le souhaitent pas. C'est M. Netanyahou qui souhaite un conflit généralisé. C'est M. Netanyahou qui souhaite un conflit généralisé. Et donc l'Iran ne souhaite pas un conflit généralisé parce que, évidemment, c'est une guerre qui serait terrible. C'est une guerre qui serait terrible. Et notez que même l'Iran, jusqu'à maintenant, prend bien soin de ne pas faire de nombreuses victimes civiles. La dernière frappe iranienne, d'ailleurs, a fait très peu de victimes civiles. Bon, c'est terrible. Il y a un Palestinien qui, effectivement, est décédé par la chute des restes d'un missile. Mais on voit bien que si... un bâtiment du Mossad, enfin un QG du Mossad et 2 bases aériennes israéliennes qui avaient été visées. Pour le QG du Mossad, même pour le QG du Mossad, il n'y a pas eu la volonté de le frapper. Le missile a frappé à 500 mètres. Mais bon, c'est un signe. Par contre, la piste d'aviation principale a effectivement été durement touchée, puisque on a des photographies aériennes qui ont même été diffusées par certains sites américains, qui montrent vraiment les impacts des missiles dans la base en question, notamment sur les pistes. Ça, c'est indéniable, parce que l'État d'Israël veut masquer, comme toutes ces pertes, comme tous les dommages, hein, sont masqués. Mais on le voit bien, aussi bien que Hezbollah que l'Iran ne cherche pas à faire de nombreuses victimes civiles. Ça, c'est un fait, parce que sinon, il en irait autrement. Et donc, l'armée iranienne actuellement est dans l'expectative. Quelle est la stratégie de l'Iran dans ce conflit? Alors, la stratégie de l'Iran, c'est de contenir, c'est de montrer que l'Iran a une capacité, et d'ailleurs les déclarations iraniennes vont dans ce sens, que l'Iran a une capacité de rétorsion importante, puisque l'Iran n'a pas non plus frappé de toute sa puissance, on le voit bien. L'Iran a des centaines de milliers de missiles, hein, d'accord, c'est de cet ordre, hein, et des missiles de calibre même plus important que ce qu'on a vu. L'Iran a démontré que les systèmes antimissiles pouvaient être déjoués, puisqu'on estime environ 30% minimum, selon les analystes, hein, le nombre de missiles iraniens qui ont percé les différents systèmes. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les images, on voit bien la vitesse avec laquelle arrivent les missiles balistiques iraniens et l'incapacité des missiles antimissiles de dômes de fer, fronde de David, etc., à les intercepter. Hein. Donc, il suffirait de doubler, de tripler le nombre de missiles envoyés, et on voit bien les dommages que cela pourrait créer. Je crois que c'était encore une démonstration de force qu'a voulu faire l'Iran. L'Iran ne cherche pas une confrontation générale, mais dit une chose qui est simple: on ne peut pas impunément assassiner des gens, en plus sur son territoire. L'État d'Israël n'est pas le shérif du Moyen-Orient. Il n'a pas surtout disons la hauteur morale, hein, pour prétendre être le redresseur de tort du Moyen-Orient. Hein. C'est un État qui méprise profondément le droit international. C'est un État qui méprise profondément les peuples de la région et qui leur promet uniquement la domination. On le voit bien. Hein. Alors, je pense que l'Iran s'attend à recevoir la riposte israélienne. Israël est en train de préparer sa riposte avec les États-Unis. Apparemment, les États-Unis sont aux premières loges pour cette riposte, ce qui montre que les États-Unis ne veulent pas non plus d'une guerre générale. D'accord. Israël n'a pas les moyens de frapper tout seul. Si Israël avait les moyens de frapper tout seul, il l'aurait déjà fait, comme il l'a fait dans le passé, de façon régulière. Les atermoiements israéliens signifient que l'État d'Israël est en train de se concerter avec les Américains. Voilà, mais en tout cas, il va y avoir une riposte.
Alors, de quel ordre? Et On ne sait pas encore. que ferait l'Iran en cas de représailles israéliennes sur son territoire et de possibles peut-être interventions des États-Unis? Est-ce que la Russie pourrait à son tour intervenir militairement en cas d'attaque du territoire iranien? Qu'est-ce que prévoient les accords militaires Oui, russo-iraniens, par je ne exemple? pense pas. Je ne pense pas, bien que le conflit, on le sent bien, est en train de déraper un petit peu, parce que l'armée israélienne a frappé pour la première fois une base russe en Syrie, il y a une semaine de cela, prétextant que des armes de Hezbollah y étaient entreposées. Alors je suppose que M. Poutine n'est pas du tout content de cela. Peut-être que M. Poutine va agir, mais je pense que ça va être, encore une fois, par des livraisons d'armes, par peut-être du renseignement. Il est bien possible que les Russes donnent du renseignement aux Iraniens actuellement, parce que les Russes ont quand même des capacités en renseignement très très importantes. Donnent des armes également, comment les systèmes anti-aériens S-400, qui à ma connaissance n'ont pas été livrés complètement à l'Iran. Et je pense que l'Iran a aussi des surprises. Je pense que l'Iran a des surprises. Alors La bombe atomique? Le pardon, nucléaire? Le nucléaire? on a parlé du nucléaire à propos du séisme qui a eu lieu l'autre jour. C'est ça. Je ne pense pas non plus, mais en tout cas, il y a un doute, parce qu'indépendamment de ce séisme et de la façon dont on pourrait l'interpréter, bon, le séisme a eu lieu, l'épicentre à une douzaine de kilomètres, à une douzaine de kilomètres de profondeur, et ce n'est pas ce qui correspond disons, à un essai nucléaire. Mais l'Iran, et c'est il y a un doute là-dessus. L'Iran est ce qu'on appelle un pays de seuil, c'est-à-dire que Il n'y a pas eu de l'Iran, réplique, hein. Il n'y a pas eu de réplique. le Certains séisme, analystes oui, disent qu'il n'y a pas eu de réplique et que le CI, enfin ce que certains considèrent comme étant un séisme, a eu lieu à proximité des centrales nucléaires iraniennes. Donc il y a un doute qui subsiste. Il n'y a pas de preuve, oui, mais il y a alors un doute, quoi. voilà, il y a Est-ce un que le doute. doute est raisonnable? Est-ce que ce doute est raisonnable? Alors, disons qu'il y a un doute, et l'Iran joue de ce doute. De toute façon, l'Iran est un pays de seuil. C'est-à-dire que l'Iran est un pays qui est au seuil du nucléaire, on le sait. Et généralement, lorsqu'un pays est un pays de seuil, hein, on réfléchit à deux fois avant de le frapper. Même si formellement il n'a pas la bombe, hein, on réfléchit quand même à deux fois avant de le frapper, parce qu'on ne sait pas justement. On ne sait pas. Hein. Et donc, c'est cette incertitude aussi qui fait que l'État d'Israël, il y a certains atermoiements. Mais on ne sait pas. Je veux dire, peut-être que la réplique israélienne aura lieu cette nuit. On ne sait toujours pas. Mais en tout cas, il y a un doute. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Iran n'est pas décidé à laisser M. Netanyahou remodeler tout le Moyen-Orient comme il le prétend, comme il l'annonce. Parce que ça veut dire quoi? C'est pas uniquement au plan militaire. C'est qu'il faut comprendre la fonction de l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est pas uniquement dominer des peuples, c'est aussi dominer au plan économique. Au plan économique, Israël est un impérialisme, est le bras de l'impérialisme, et ne pourrait pas demeurer avec cette puissance 2 jours sans le soutien des États-Unis. Hein. Faut comprendre cela. C'est vraiment aux Mais ce États-Unis. soutien est acquis. Ce soutien, je veux dire, il est acquis de longue date et il est quasiment constitutionnel aux États-Unis, je Bien dirais. sûr, il est acquis, mais sauf que il est acquis tant qu'effectivement, vous savez, c'est la balance perte et profit. Hein, les États-Unis n'ont pas envie non plus d'un effondrement en situation difficile, d'un effondrement des cours du pétrole. Ils n'ont pas envie d'un certain nombre de désagréments que pourrait entraîner une guerre générale. Alors ils sont d'accord à condition que cela ne leur coûte pas trop. En plus, les États-Unis ont un certain nombre de bases au Moyen-Orient, et on l'a dit, si jamais on est dans le cadre d'une guerre générale, je donne peu cher des bases américaines qui sont installées en Irak, en Syrie et même en Jordanie. Et même en Jordanie. Une très grande base. Hein. Et pas que là-bas, également au Koweït, un peu partout. Au Qatar, et un peu partout. Donc voilà un peu la situation. Et on a une armée israélienne qui est complètement laissée. Alors je ne sais pas si les États-Unis vont reprendre la main, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un jeu trouble des États-Unis qui prétend en même temps qu'il n'a pas de contrôle sur Netanyahou, mais à mon avis, le contrôle, il existe. Et c'est pareil pour les États-Unis. Netanyahou pourrait être ramené à la raison, hein, en 30 minutes si jamais Biden le voulait, si jamais les États-Unis le voulaient. Donc c'est un jeu dangereux qui pousse à la guerre générale.
dont les peuples seront évidemment, et je dis bien tous les peuples feront les frais. Tous les peuples feront les frais. Et une guerre générale dont l'Europe subira également les conséquences, par voie de retour. Les États-Unis également, au plan économique. Voilà, donc on est presque en hiver. Ce que je veux dire, c'est voilà, il y a beaucoup de conséquences désastreuses qui pourraient être apportées à l'économie, mais pas uniquement. Je crois que la France, M. Macron s'inquiète des relations avec le Liban, hein, puisque le Liban, est, dans l'imaginaire français, continue à être une semi-colonie française. Hein. C'est la France qui, après tout, a créé le Liban. C'est la France qui a créé le Liban. Hein. Et c'est un élément très important de la francophonie. Il y a des intérêts français, etc. Donc, M. Macron, je pense, c'est ce qui explique les dernières, un petit peu, les frémissements de l'Élysée. Voilà. Mais c'est pareil. Mais la France a perdu toute influence Oui. stratégique, diplomatique dans le monde arabe hein, depuis. Alors, alors, elle les a perdus en Afrique, elle va les perdre dans le monde arabe, et on ne comprend pas cette espèce d'entêtement français, ce refus français, hein, cette obstination, cette espèce de suicide diplomatique, parce que c'est un véritable suicide diplomatique. Hein. Alors, si M. Macron et les Français tiennent absolument à conserver leur importance, comment dans la région, eh bien qu'ils commencent par prendre des mesures énergiques, des mesures, je dis bien énergiques, hein, pour freiner Monsieur Netanyahou. Mais c'est une comédie. Je veux dire, moi j'assimile ça à une comédie. Les paroles de Monsieur Macron l'autre jour sont sur les livraisons d'armes qui sera arrêtée. De toute façon, l'État d'Israël n'a pas besoin de cela. Monsieur Netanyahou a paru fâché. Les proxys de l'État d'Israël en France se sont indignés. Et d'ailleurs, moi je trouve de façon scandaleuse, puisque comment assimiler la communauté juive de France aux intérêts de l'État d'Israël, c'est extrêmement grave, c'est dangereux, c'est même antisémite. Et c'est même antisémite, puisque du coup, certains pourraient comment évidemment dire, puisque la communauté juive est censée être comment totalement liée à l'État d'Israël, donc on peut imputer des responsabilités, comment on peut lui importer des responsabilités. Donc ceux qui font cela, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Hein. Je dis bien extrêmement grave. Nous sommes tous des citoyens, et jusqu'à preuve du contraire, voilà, on n'a pas à imputer comment aux uns aux autres des accointances, alors des accointances politiques certes, hein, mais voilà, ce que Macron fait, ce que certains responsables politiques font, au passage, eh bien c'est extrêmement grave. Alors en tout cas, en ce qui concerne l'Iran, eh bien je le dis bien, le monde est à la croisée des chemins, l'Europe est à la croisée des chemins. Le monde, comment est-ce qu'on va continuer à alimenter l'entreprise génocidaire israélienne, ou est-ce qu'on va essayer de mettre de l'ordre au bon sens du terme? On a aujourd'hui comment une direction des Nations Unies qui est même interdite d'entrer. Hein, on a signifié au secrétaire général des Nations Unies qu'il était interdit d'entrer en Israël. Qu'il était alors. Il y a des mandats Où d'arrêt de a-t-on la pris ça? CPI contre Netanyahou qui n'ont pas encore été appliqués. Mandat Voilà, d'arrêt de. les mandats d'arrêt qui n'ont toujours pas été appliqués à cause. Alors on le sait très bien, tout ça c'est à cause des menaces états-uniennes. Alors voilà, on est dans un monde qui est vraiment au plus mal. Hein, comment à cette veille de l'hiver, on est dans un monde qui est vraiment au plus mal, surtout si on ajoute à cela ce qui se passe du côté de l'Ukraine, où les choses ne se passent pas non plus comme le voudraient les puissances occidentales apparemment. Donc nous, en tant que citoyens de ce pays, nous en appelons à la raison évidemment, et nous devons apporter notre pleine solidarité aux populations, aux peuples qui subissent un rouleau compresseur terrible, un rouleau compresseur meurtrier, voilà, qui dure depuis un an maintenant, en ce qui concerne Gaza. Hein, et on ne peut pas laisser faire cela. On ne peut pas laisser faire cela. Et les forces politiques françaises doivent prendre leurs responsabilités immédiatement. On doit porter un coup d'arrêt à cette politique de massacre et de terreur qui est celle de l'État d'Israël. Merci beaucoup Youssef pour cet éclairage. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Hein. N'oubliez pas de soutenir le travail de Mizen TV en vous abonnant, en cochant la petite cloche et en diffusant cette émission. Nous aurons certainement l'occasion d'enregistrer de prochaines émissions sur ce sujet. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien sur Mizen TV.